Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est sponsorisé par la régie publicitaire ThinkPub et réalisé par la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, ce podcast donne la parole à des personnes connues ou moins connues, mais qui ont en commun la maîtrise de leur sujet. Elles interviennent ainsi sur une thématique précise afin d'ôter toutes méconnaissances, mauvaises informations et déformations de l'information qui biaiseraient notre analyse d'une situation donnée. Ce podcast est disponible en écoute sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène dans l'univers des enseignants. Ces personnes qui ont eu et ont la lourde charge de façonner notre intellect et aujourd'hui celui de nos enfants, de nos petits frères et sœurs. Les enseignants jouent un rôle vital dans les progrès vers une éducation de qualité et constituent ainsi un ingrédient crucial pour un développement adapté et inclusif. La responsabilité d'un enseignant ne se limite pas uniquement à enseigner. Son rôle consiste à aider les élèves à acquérir les compétences nécessaires pour résoudre des problèmes, analyser, se concentrer sur des tâches difficiles, développer une pensée créative, communiquer et travailler en équipe. Au moment où la société décrit de plus en plus l'attitude de nos adolescents, questionnant ainsi l'éducation et l'instruction qu'ils ont reçue, je vous invite à discuter avec mon frère, plus connu pour son travail d'animateur radio, mais enseignant depuis plus de 10 ans. Bonjour Saif Mosley. Bonjour Gina. Comment vas-tu? Ça va très bien comme d'habitude, ça va. Alors dois-je dire Saif Mosley ou Romuald? Parce que je pense qu'à ce moment précis, étant donné qu'on s'adresse à l'enseignant, je devrais dire Monsieur Ndan Assoumou. Qu'est-ce qui t'irait? Oh, tout va. Romuald, Saif Mosley, c'est la même personne. D'accord. Allons-y à Monsieur Romuald. C'est comme ça que tes élèves t'appellent? Non. Comment ils t'appellent? Monsieur Assoumou? Ils aiment couper, ils aiment bien Monsieur Assoumou. D'accord. C'est Donc on va t'appeler Monsieur Assoumou. Ça me fait penser aussi à mes années lycée. C'est mieux Ndan Assoumou. C'est mieux Monsieur Ndan Assoumou. Ça rend hommage à mes parents et puis c'est le nom qu'ils m'ont donné. C'est parfait. Voilà. Ça me fait penser à mes professeurs aussi quand j'étais au lycée et tout. Monsieur Ndan Assoumou, vous êtes plus connu pour votre travail d'animateur radio. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre carrière sans mentionner la radio? Oui, c'est jouable, c'est faisable. Étant donné que je suis Ndan Assoumou, comme tu l'as dit, je suis né dans une localité du Gabon qu'on appelle Oyem. C'est dans la province du Haut-Lantem. Il y a à peu près 39 ans. J'ai fait ma scolarité entre mon village qui s'appelle Mbanendama, Soukzabville, Abamandok. Et après, je suis venu à Libreville lorsque j'ai eu mon entrée en 6e. Bon, mon père n'a pas voulu que j'apprenne à OIM de tout de suite. Il m'a inscrit, du moins j'ai passé des tests. Parce qu'à l'époque, quand on faisait les recrutements, du moins quand on faisait les inscriptions dans les établissements, que vous n'étiez pas ancien élève de cet établissement, on faisait ce qu'on appelle les tests pour voir quel est votre niveau et pour les établissements qui avaient le souci de pouvoir avoir des bons résultats à la fin de l'année, eh bien, on vous fait passer cet examen-là et qui vous donnait droit de compter parmi leurs élèves. Donc, l'année où j'ai le CEP, mon père décide de m'inscrire à Libreville au lycée Dieu-Damani. Donc, je passe les tests comme tout le monde. J'ai fait la 6e, la 5e là-bas. Après, j'ai dû partir parce que mes grands-parents sont décédés par la suite et puis ma mère a voulu aller reprendre le flambeau de leur exploitation parce que mes grands-parents nous ont légué une plantation de cacaoyers de près de 2,5 hectares. Donc, nous pouvons laisser cette richesse-là à la nature. Ma mère a décidé de partir de l'emploi qu'elle occupait dans le monde de la restauration ici pour aller se retrouver au village. Et moi avec elle. Sauf donc une partie de la scolarité a été faite là-bas. Voilà. Donc là aussi, il y a eu un concours de circonstances. C'est qu'au moment où je cherchais à me faire inscrire au lycée qui s'appelle aujourd'hui le lycée Monseigneur Jean-François Ndong, donc on appelait à l'époque CS d'Angon. Il se trouve que un de mes oncles qui est prêtre va être affecté, qui déjà négociait mon inscription au CS d'Angon, va être affecté à Mekambo.
Donc, c'est à Mekambo que je vais faire ma 4e et ma 3e au CS Mohamed Mouapa Béoucha, qui est aujourd'hui un lycée. Et par la suite, je reviens de temps en temps les vacances. Je me retrouve à OIM avec la mouvance d'Internet et tout. Je vois mes frangins, mes frères, cousins, très câblés sur le cybercafé. Bon, à l'époque, il y avait un seul cyber à OIM. C'était le cyber de l'ancienne Miss Gabon, Aïcha Sidi. Et puis, un jour, il m'invite à aller suivre des vidéos. Vraiment, le streaming était encore, du moins Internet était encore dans ses débuts, voilà, basique. On y allait. Et la façon que je voyais les gars se mouvoir sur le truc, je me dis, mais ça, c'est quelle histoire que je ne connais pas? Bon, je commence à faire des comparaisons entre là où j'étais, donc Mekambo, et l'évolution qu'il y a au OIM. Et puis, quand je sors de l'année scolaire de 3e, après la proclamation des résultats, je dis à mon oncle que je ne repars pas dans le Gouevindo. Et pourtant, j'ai le passage en seconde au lycée Alexandre Sama. Je dis non, je ne repars pas. Mais la réalité, c'est que Internet m'avait ébloui. Donc, je dis non, je ne pars pas. Comment les gars peuvent maîtriser des trucs comme ça? C'est comme ça que je suis à OIM. Je me retrouve à OIM. Je m'inscris en seconde au collège Minze Marie-Daniel, qui est un établissement privé où j'ai d'ailleurs beaucoup appris. Ensuite, de la seconde, mes parents, du moins mon père, avait estimé qu'il fallait que j'aille ailleurs et que je me retrouve au lycée évangélique Marine Kondonfoul. Donc, je fais la première. Je reprends la première là-bas également. Donc, quand j'ai le passage en terminale, il décide de me ramener à Libreville. Et toujours à Dieu d'Abani. En fait, tu es un pur produit de l'enseignement public national entre l'estuaire, le Gouevindo et le Wolentem. Voilà. Un pur produit, quoi. Voilà, donc il y a... De la 6e en terminale. Voilà. Donc j'ai fait de la 6e en terminale dans ces 3 provinces-là. Bon, beaucoup plus de côté privé. Si je prends les passages à Dieu d'Abani, à Marie-Nkon. Ah oui, c'est vrai que Dieu d'Abani, c'est voilà, privé. Et au CS, au collège Minze Marie-Daniel. Dans ce cas, quand vous, parce que vous voyez, monsieur Ndorassou, quand vous gagnez le bac, qu'est-ce qui se passe à ce moment précis? Alors, quand je gagne le bac... Vous allez où? Je suis tenté par une aventure à l'extérieur, HEC, Tunis, parce que l'année de terminale, on avait eu une session de HEC Tunis. Ici, il y avait une foire pour les étudiants. Et puis, je dis à mon père que je vais aller en Tunisie. Il me dit, oh, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est toi qui vois. Et puis, à un moment, je ne sais pas, je rentre à la maison, je commence à réfléchir. Je dis, Tunisie, Gabon. Et puis, un matin, je repars, je lui dis, non, finalement, je vais aller à l'IOB. Il me dit, comment ça, l'IOB? Non, l'IOB, c'était un choix. Oui. Pour vous, l'IOB, c'était un choix. Oui. Je dis, je vais aller à l'IOB. Il me dit, pourquoi? Je dis, mais Tunis, c'est assez loin quand même. C'est assez loin. Je crois que l'UOB, ça peut le faire. Ça peut le faire. Et puis, on est en quelle année là? On est en 2006. Et donc, vous rentrez à l'UOB? Ouais, je rentre à l'UOB pour l'année académique 2006-2007. Dans quelle filière, quel cycle? Je suis au département d'histoire. J'avais fait le choix du département d'histoire et archéologie. Et puis, c'est volontairement, parce que l'histoire m'a touché. J'ai toujours voulu savoir d'où je venais, qui j'étais, mieux connaître qui je suis. Parce que j'avais une éducation, certes, entre griffes villageoise. Moi, j'ai beaucoup grandi au village. Mais entre-temps, le décès de mes grands-parents avait quand même créé des manques en moi. Parce que quand je commence à avoir une certaine conscience de mon existence, déjà à partir de la classe de seconde, j'étais assez réflexif, je lisais beaucoup parce que j'avais eu accès à beaucoup de livres, notamment lorsque j'étais à Mekambo. La particularité, c'est que on était dans une paroisse qui avait été
pendant longtemps occupé par des missionnaires spiritains. Et ils avaient une banque de données en termes de bibliothèque assez importante dans le grenier du presbytère. Donc, j'avais lu beaucoup d'ouvrages. Et cela m'a entraîné petit à petit vers la recherche de moi. Le questionnement que tout jeune garçon de mon âge devrait avoir à l'époque. Et puis, je me retrouve en histoire. Quelle est l'atmosphère, petite parenthèse, quelle est l'atmosphère de l'UOB à cette époque? Parce que c'est la première fois, je vais le dire, ouais, je pense, l'une des premières fois, peut-être que ça m'est déjà arrivé 5 fois, c'est la première fois, dans les 5 premières fois, que j'entends quelqu'un me dire que j'ai été à l'UOB par choix. La plupart du temps, quand les gens me racontent leur parcours scolaire, ils me disent « on m'avait refusé la bourse, mes parents ne pouvaient pas payer, j'avais pas eu de préinscription, et ainsi de suite. Et puis, je me suis retrouvée à l'UOB. » C'est très rare que les gens disent souvent qu'ils sont allés à l'UOB par choix. En 2006, quelle était l'atmosphère dans l'université? Oh, l'atmosphère était la même, c'est-à-dire qu'on craignait toujours qu'on rentre à l'université et puis il y a un mouvement de grève qui peut perturber le cours normal de l'année, et puis vous vous retrouvez avec l'expérience que ceux, par exemple, de 2001 avaient eu avec l'année blanche. Voilà. Oui. Donc, il y avait cette crainte, mais tant que ce n'était pas arrivé, je ne trouvais pas une raison pour ne pas y aller. Et du coup, vous y faites combien d'années à l'UOB dans tout ce cursus? Alors, j'ai fait... déjà, je passe normalement. Je n'ai pas repris la première année, comme c'est souvent la tradition pour les Bleus, comme on dit. Oui, c'est vrai. Voilà, je suis passé en 2e année. De la 2e année, je suis allé en 3e année. Par contre, j'ai repris la 3e année. J'ai repris la 3e année parce que... on s'est retrouvé dans une situation où, en même temps, j'étais chef d'amphi, chef de classe, comme qui dirait. Et on avait un enseignant qui intervenait chez nous, un enseignant de géographie, qui intervenait chez nous en géoclimatologie et qui vendait des fascicules, tu vois. Sauf que le prix, pour nous qui étions étudiants à l'époque, c'était quand même assez exorbitant. 20 000 francs pour un fascicule. Je ne dis pas un livre, je dis un fascicule. Donc, 20 000 francs, c'était trop. Et puis, des camarades ou des condisciples m'ont vu en tant que chef de classe pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les prix qui sont pratiqués par ce dernier et qu'ils voudraient qu'on écrive une lettre à notre responsable de département. On l'a fait, on a signé, presque toute la classe a signé. Je me rappelle qu'au moment où on signait cette lettre, je l'ai même encore... Une sorte de pétition. Voilà, j'ai encore copié chez moi. Il y avait peut-être 6 sur une quarantaine ou cinquantaine d'étudiants qui avaient déjà acheté le fascicule. Et il avait mis un veto, celui qui n'a pas son fascicule ne passera pas les sessions avec lui. Mais nous, on a quand même fait cette lettre-là, on a déposé. Et en déposant, ça n'a pas prospéré. Ceux qui avaient acheté et qui ont cédé par la suite sont allés. Moi, je ne suis pas allé par solidarité avec le reste du groupe. Parce que quand on est chef de classe, ça veut dire qu'on a le délégué des étudiants. Par logique aussi. Voilà. Donc, on est parti. Les résultats ont été ceux qui ont fait que j'ai validé tout ce qu'il y avait à valider, sauf cette discipline-là. Donc, j'ai dû revenir rien que pour cette discipline-là l'année suivante. On a repris et puis l'année suivante, on est allé en classe supérieure. En classe supérieure, donc en master. Entre-temps, le LMD nous rattrape, donc on va en master 1. Ouais. Voilà. Et c'est au cours de la 2e année que mes amis vont me dire, ma 2e année de licence, qu'il était important qu'on aille faire le concours de l'ENS. Donc, moi, je suis comme ça au boulot chez mon vieux, parce que mon père était transporteur, donc avait un garage où je bossais pendant les vacances, ou quand j'ai pas d'activité, je n'avais pas encore d'autres activités en dehors de l'école. J'allais faire mes bricoles là-bas. Mécanique auto. Voilà.
J'ai tout fait là-bas. Boy chauffeur, apprenti mécanicien, Chauffeur. convoyeur, Uh-huh. chauffeur. Donc, j'ai fait convoi grenier et tout. Beaucoup de trucs. Et c'est un univers qu'on découvre. C'est une autre partie de ma vie. Voilà. Donc, c'est... Peut-être qu'on fera un podcast. Ce n'est pas toujours aussi évident d'être un convoyeur de grumier. Voilà. Voilà. Donc, je me retrouve en deuxième année en tant que redoublant. Enfin, de ma deuxième année en classe de licence en tant que redoublant par cette mésaventure. De peur que ce qui est arrivé l'année dernière nous arrive encore. On ne sait pas, peut-être que le gars a gardé. Entre-temps, il était revenu pour les mêmes enseignements. Mais cette fois, bon, on avait compris la leçon aussi. Hein. Donc, entre la théorie... L'œuf et le caillou. Voilà, la théorie de l'œuf du caillou. Donc, tu fais quoi? Vous avez bien compris votre rôle de ça. Tu t'écrases et puis... Donc, mais entre-temps, il y avait cette peur-là que peut-être il reste un truc. Bon. Doit-on comprendre que du coup, vous êtes parti à l'ENES par faute de mieux? Était-ce véritablement un Non, choix? c'est pas... Moi, je dis pas que c'est faute de mieux, mais c'était pour nous protéger aussi. D'accord. Au cas où ça ne marchait pas. Tu sais, quand tu as fait un premier redoublement à l'université, s'il y a un deuxième, tu te démotives. Oui. Moi, le truc fort, j'ai les résultats chez moi, c'est que j'étais le premier d'échouer. Lorsque je redouble la première fois à l'université, le premier d'échouer, je crois 9, 40, quelque chose de ce genre. Mais entre-temps, tu vois des gens, bon, parce qu'ils ont eu le fascicule, quoi. Ils vont en année supérieure, tu te dis, putain, j'aurais dû acheter, tu vois. Mais si la deuxième année, tu te retrouves à tergiverser et que tu n'es pas sûr de l'attitude que pourrait avoir l'intéressé après, parce qu'il peut avoir gardé tout se passe à l'université. L'université, c'est comme notre société de façon générale, tu vois. Donc, c'était pour nous prémunir de l'éventualité d'un redoublement. Donc, on a fait le concours de l'ENES. Parce que j'avais un groupe d'à peu près une dizaine de personnes. Mais sur les 10, nous n'étions que 3 à avoir réussi. D'accord. Donc, vous intégrez du coup... Donc, j'intègre l'ENES, ouais. Pour être enseignant d'histoire-géographie. Le cursus dure combien de temps à l'ENES? 2 ans. 2 ans. Et durant ces 2 années, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que, au fur et à mesure que vous êtes allé à l'ENES, vous avez développé l'amour pour la carrière que vous aviez du coup commencé à choisir? Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas à l'ENES que la vocation naît. Et ce n'est pas non plus sur le terrain. Moi, j'avais déjà, dans mon projet de vie, dans la manière dont je percevais le monde, j'avais 3 choix possibles dans ma vie professionnelle. Soit je finissais prêtre, par imitation, parce que j'aimais bien ce monde-là, du fait que mon oncle est prêtre, ou je devenais gendarme. D'ailleurs, au moment où je faisais le concours... Vous auriez été un parfait gendarme, parce que quand je vois votre carrure, je pense que dehors, là, ça devait être compliqué. Hein. Au moment où je faisais le concours de l'ENES, j'avais également un dossier en préparation pour la gendarmerie. Oh, la gendarmerie nationale, vous avez gratté un élément, hein, moi je vous le dis. Voilà. Ou je finissais enseignant. Enseignant parce que ce sont des choses que on remarque ça dès les jeux, hein. Moi, c'est un de mes enseignants aussi qui me rappelait ça à l'université. On était en 2e année, monsieur Alain Ndong Asoko. On faisait Asoko Ndong Alain qui nous disait, au cours d'un cours, on lui posait des questions et puis il avait sorti un truc en me disant, tu le sauras quand tu seras enseignant. Et puis, ça m'a fait baliser. Il avait vu ça en vous, du coup. Le gars, là, il est tombé pile, quoi. Donc, je me retrouve à l'ENES. Et à l'ENES, tout se passe assez bien. Bon, encore que là aussi, j'ai failli ne pas poursuivre le cursus parce que, une fois de plus, je suis tombé sur un enseignant dont l'esprit était que chaque année, il devait faire exclure un enseignant, un élève professeur. Tout le monde qu'on les appelle, ceux qui vont à l'ENES. Monsieur Ndong Assoumou, de l'UOB à l'ENES, un peu beaucoup de péripéties avec les enseignants. Était-ce vraiment de la faute des enseignants? Non, ou vous êtes un troublemaker? Non. Et très souvent, les situations que j'ai eues, ce n'était pas de ma faute, en fait. C'est parce que j'ai toujours été
contre un certain nombre d'attitudes des gens, surtout l'injustice. On avait une dame dans notre promotion, du moins dans notre classe, qui venait de l'anthropologie, du département d'anthropologie. Bon, souvent on dit l'anthropologie, c'est un peu l'histoire sans les dates. Parce que l'histoire, au département d'histoire, il y a un accent particulier pour les dates, pour marquer les événements. Or, en anthropologie, c'est pas le cas. C'est un peu comme du journalisme, un peu. Je n'ai pas dit que c'est totalement ça. Mais dans cette dame-là, il y avait des notions de base qu'elle ne pouvait pas maîtriser parce qu'elle venait d'un département qui n'avait rien à voir avec ce pourquoi elle a postulé à l'ENES. Et puis, il y a eu une situation un peu difficile pour elle. Sauf que l'attitude qui avait été celle de cet enseignant-là, à pouvoir donner de la force à cette jeune dame pour continuer. Et moi, ça me brûlait les lèvres, en fait. Et j'avais dû intervenir à telle enseigne que le monsieur n'avait pas pris mes remarques de la meilleure des manières. Une fois de plus, vous avez appris que votre rôle d'œuf devait encore... Bon, là, ça a été à plus tard. Parce que sur le coup, on est allé à une situation presque tendue, hein. Jusqu'en fin de l'année où il y a eu même une entreloupe, il a récupéré toutes les copies. Mais tout ça, je vais être au courant de la suite des événements seulement lorsqu'on reprend la deuxième année. On va en deuxième année de CAPC. Et de là, une de ses collègues nous dit, en pleine rentrée, elle me pose la question, est-ce que vous avez un parent ici? Je dis non, j'ai pas de parent. J'ai fait un concours comme tout le monde, je me retrouve ici tranquille, quoi. Elle me dit non, parce qu'on a failli vous exclure. Mais tout le département a dit non. Surtout le chef de département qui avait estimé que quelqu'un qui n'a pas de problème avec d'autres enseignants, qui a de très bonnes moyennes, se retrouve à être exclu parce que bon, elle a essayé de nous expliquer le truc. Et puis j'ai vu, je me suis dit, bon, on va corriger le tir, peut-être avec l'individu. Vous avez compris que vous étiez passé à côté de quelque chose de grave. Voilà. Donc, la deuxième année a été vraiment un chemin fait de beaucoup d'esquives, beaucoup de pondération pour éviter encore d'être dans une situation conflictuelle jusqu'en fin d'année. Mais sans vouloir vous vexer, monsieur Ndoransoumou, l'histoire-géographie, c'est la matière que l'on négligeait le plus à l'école. Moi, je veux dire, on s'est toujours demandé à quoi est-ce que ça nous servirait une fois que l'on grandirait. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Bon, ça se comprend. Moi, j'aurais été dans la même posture. Parce que les cours d'histoire de l'époque, ou les enseignants de l'époque, ne se contentaient pas seulement d'aller dans l'essentiel. Comme aujourd'hui, les programmes ont été revisités, on nous dit d'aller à l'essentiel, de donner un maximum d'informations par rapport à ce qui nous est demandé. Mais ils racontaient. Les enseignants d'avant restituaient les événements. Si te parlais de la guerre froide, ils te restituaient la guerre froide. Or, l'objectif, c'est de donner des informations qui permettent à l'enfant d'avoir une connaissance peut-être pas totale de la guerre froide, parce que aujourd'hui, avec le système qu'on appelle le constructivisme, où l'élève est mis au centre de l'apprentissage, c'est 20% pour l'enseignant en termes d'offres de connaissances et 80% pour l'élève pour aller chercher les informations. Donc l'enseignant n'est plus là pour être dans un environnement où c'est lui qui a la relation directe avec le savoir. C'est un triangle, savoir enseignant et savoir élève, mais il faut qu'il y ait cette coordination qui veut que le savoir entre l'élève et l'enseignant aussi existe. Parce que l'échange que nous avons doit permettre à sortir de notre cours, vous alliez chercher des informations pour compléter ce que je vous aurais donné. Or, par le passé, il donnait tout. Et ce qui faisait croire que c'était une matière difficile, compliqué. Et un peu caduque et inutile. Parce que moi, j'étais au lycée et on était déjà là dans les histoires de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Blitzkrieg, tous ces trucs-là. Et on continue à apprendre ça aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des faits historiques. Là, à cette période, on est en 2023. Je pense qu'il y a des faits historiques qui pourraient remonter à 2020. Je dis 2020, enfin 20 ans en arrière ou 10 ans en arrière,
qui gagnerait à être enseigné aujourd'hui. Oui, c'est tout le sens qu'il y a aujourd'hui dans la révision des programmes. Vous savez que le Gabon a choisi un peu plus de faire dans ce qu'on appelle la contextualisation, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus axé sur ce qui concerne nos pays, notre continent. Mais on ne peut pas éluder les 2 guerres mondiales, on ne peut pas éluder tout ce qu'il y a autour. Monsieur Ndo Assoumou, on apprend encore l'agriculture, c'est quoi du Japon, de la Corée C'est important, parce que nous sommes dans des pays dits en voie de développement, même pas émergents. Et il est bien d'apprendre des autres comment ils ont fait pour se développer. On devrait apprendre l'agriculture de la Côte d'Ivoire. Producteur numéro 1 de cacao, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on devrait bien apprendre. Parce que le contexte, il est un peu semblable au nôtre. Oui, par rapport au contexte, c'est possible. Mais il y a d'autres, on va dire, d'autres compartiments dans l'agriculture qui font qu'à un moment donné, il faut bien les apprendre pour multiplier. Le cacao, on ne mange pas avec, tu vois. Oui. On ne mange pas le cacao. On le transforme en chocolat. Puis ça revient ici sous comme des produits industriels qu'on rachète. Mais savoir comment on plante le blé, comment on cultive le riz, ainsi de suite, peut être intéressant pour nous. Comment les autres y sont pris pour avancer. Mais ce que vous dites n'est pas, ou ce que tu dis, Gina, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut prendre des exemples sur des pays limitrophes ou voisins et qui ont on va dire, une expertise reconnue dans un certain nombre de domaines et qui peuvent étoffer un tout petit peu nos programmes académiques. Et je crois que c'est la ligne sur laquelle tend la révision des programmes qui a maintenant à peu près chaque année, parce qu'on a besoin que le jeune Gabonais, le jeune Africain soit outillé par rapport à ce qui le concerne. Il est quand même étonnant qu'on soit au Gabon, mais on maîtrise mieux la géographie des États-Unis, mais on ne sait pas où se trouve Moulengi Biza. Vous m'étonnez, monsieur Noransoumo, parce que la France, voilà. C'est pas pour dire comme ça, mais on connaît la géographie de la France et tout ça, les départements et ainsi de suite. Moi, je l'ai appris au lycée et je vous passe encore tout ce que j'ai appris sur la France, y compris la littérature, les fourberies de Scapin. Bref, donc, nous revenons, monsieur Assoumou, à ce qui nous rassemble aujourd'hui, avec toute cette histoire que vous avez vécue durant votre parcours universitaire, notamment ces clashs ou ces frottements avec des enseignants, enfin certains enseignants, pas tous, certains enseignants qui avaient des comportements totalement injuste vis-à-vis de certains élèves. Vous-même, quand vous êtes devenu enseignant, aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans une salle de classe, quelles sont les valeurs principales qui vous guident à chaque fois que vous vous apprêtez à prendre la parole pour parler à vos élèves? Je crois que tout bon enseignant a comme meilleur maître, comme meilleur modèle, les enseignants qu'il a eus au primaire ou au secondaire. Et moi, ceux qui m'ont le plus intéressé, ce sont les enseignants que j'ai eus au secondaire. Ces derniers avaient une stratégie particulière. C'était qu'en début d'année, ils signaient un contrat avec ses élèves. Il vient, il vous dit, bon, cette année, nous serons ensemble pour les 9 prochains mois. Voilà ce que j'apprécie lorsqu'on est dans une classe. Je veux une classe dynamique, c'est la première chose. Je veux une classe assidue. Et toutes ces petites choses font qu'à un moment donné, l'élève comprend que vous avez un environnement et derrière, vous leur posez la question, vous, qu'attendez-vous de moi? Donc après, le contrat que vous signez ensemble, c'est ce contrat-là que chacun... Et à cette question, est-ce que les élèves répondent souvent? Oui. Qu'est-ce qu'ils attendent souvent? La différence entre... Ce qui revient le plus? Ce qui revient le plus, c'est monsieur... On est là pour apprendre. Voilà, on veut apprendre. Vous qui êtes en contact avec la jeunesse au quotidien, et on l'a bien entendu là dans ce que vous dites, au moment où le pays entier, le monde fustige de manière parfois très virulente l'attitude des jeunes, l'attitude des adolescents de notre pays, que pensez-vous des jeunes que vous voyez au quotidien face à vous? Je pense qu'ils sont à l'ère de, comme qui dirait, l'ère du poisson. C'est-à-dire ceux qui comprennent parfois le symbolisme
de ces choses-là, notamment sur le plan spirituel ou sur le plan du spiritualisme, si on dirait. Le poisson, l'ère du poisson, c'est l'ère où chacun va à la recherche de qui il est, de ce qu'il entend imprimer à l'univers, de ce que c'est l'univers d'ailleurs, quelles sont les forces qui gouvernent le monde. Et malheureusement pour nos sociétés, c'est que les jeunes d'aujourd'hui sont plus précoces que les sociétés de 1990 et même du début des années 2000. Parce que les jeunes grandissent vite, apprennent vite. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes de 9 ans qui vont en 6e. Et ils ont accès à un univers d'informations qui n'existaient pas à notre époque. Tu vois? Donc, toutes ces informations-là font qu'ils ne peuvent qu'avoir de l'ébullition en eux. Et c'est pourquoi ils sont exigeants. Et cette exigence peut s'exprimer soit par un certain nombre d'attitudes, parfois désinvoltes, parfois des attitudes, on va dire, violentes, ou pour d'autres, s'ils sont canalisés, eh bien, on se retrouve dans un profil où il va utiliser toute cette énergie-là pour vous convaincre de ce qu'il soit le contraire de ce que vous avez toujours présenté ou ce que vous êtes. Donc, notre société d'aujourd'hui est faite de jeunes qui n'ont rien à voir avec notre jeunesse ou la jeunesse de nos pères. Ils en veulent. Ils ont faim. Ils ont faim de tout. Ils ont faim d'éducation. Ils ont besoin de souffrir aux autres. Ils ont besoin de connaître d'autres expériences dans la vie. Mais lorsqu'ils se retrouvent dans un monde qui offre très peu de perspectives ou d'opportunités, eh bien, on enregistre... Ça donne l'effet d'un poisson rouge qui tourne en rond dans un Voilà, et c'est ce qui donne tout ce que nous observons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous. On a l'impression qu'on vit dans deux sociétés. Voilà. Il y a notre société et puis il y a leur société. Voilà. Et la plupart du temps, on a l'impression que... Enfin, pas l'impression. Il y a une partie de la société qui ne comprend pas l'autre partie de la société. Bien sûr. Est-ce que vous les comprenez? La chance que j'ai, c'est que je navigue dans des mondes. C'est vrai qu'on a dit qu'on ne parlerait pas de la radio. Mais la radio est imprégnée en moi. Le fait d'être dans une radio urbaine qui parle aux jeunes, d'être enseignant, m'a permis de comprendre ces garçons, de comprendre ces filles, de comprendre tous ces jeunes que je côtoie chaque année depuis pratiquement 10 ans. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, leur représentation du monde aujourd'hui n'est pas le monde fermé que nous avions. Moi, je me rappelle que j'ai grandi avec des gens qui avaient une interdiction d'aller au-delà du perron de leur maison. Moi aussi. Voilà. Mais aujourd'hui, les enfants, même s'ils ne vont pas à la cour, par la télévision, donc par Internet, ils voyagent. Clairement. Donc, à ce moment-là, comment vous faites pour permettre à ces derniers d'être sur la même longueur d'onde que vous? Il faut les écouter. Il faut travailler à faire en sorte qu'ils aient un environnement qui ne crée pas des envies chez eux. Parce que ceux qui dijonnent, ce sont ceux qui sont dans des situations d'incapacité d'assouvir leurs besoins. Et à ce moment-là, on finit par avoir... Ils sont frustrés, ils laissent libre cours à leur partie sombre. Ah, voilà. Et c'est ce qui... Côté sombre qu'on a tous en nous. Qu'on a tous en nous, mais qui est beaucoup plus expressif chez eux aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de choses qui le refoulent. Il y a le mal-être, il y a la pauvreté, il y a la misère, il y a des problèmes parfois dans un certain nombre de couples, de familles. Le rejet. Le fait qu'on soit juste avec son père ou avec sa mère. Les familles monoparentales. Voilà, donc. Tout cela concourt à créer un être différent de ce que nous avons eu l'habitude d'avoir. D'accord. Donc, à ce moment-là, il faut avoir des structures aujourd'hui ou encore des personnes aujourd'hui qui soient capables d'écouter les jeunes, de les mettre en confiance, de travailler avec eux, de leur donner des conseils. Et c'est ce mix-là que j'essaye souvent de faire dans mes enseignements, c'est-à-dire que moi, j'accorde une place, c'est vrai, aux instructions qui sont contenues dans le programme, mais je donne aussi une large part à des questions en rapport avec, on va dire, le développement personnel.
C'est pourquoi j'avais créé un petit programme pour moi et pour mes élèves, les classes que je tiens, ce qu'on appelle le Meeting for Hope. C'est un petit programme où je fais venir des professionnels. On va y arriver à la prochaine étape. Le professeur qui va au-delà de juste l'enseignement. Monsieur Ndong Assoumou, dans nos discussions, bien entendu, par rapport à la relation qui nous lie déjà depuis plus de 10 ans aussi, vous m'avez toujours dit, Gina, le travail de l'école, ce n'est pas d'éduquer les enfants. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, parce que c'est vrai que la première fois que je l'avais dit à un ami à nous, un ami commun, Spectrum, il m'avait dit comment ça? Coco Spectrum. Voilà. Comment ça? Je me suis dit, mais ouais. L'école n'est pas là pour éduquer les gens. Ça avait fait l'objet d'une grande discussion entre tous les deux, même parce que moi, je n'avais pas compris cette assertion. Parce que l'école n'a pas vocation à éduquer. L'école a vocation à instruire les gens. Quelle est la différence que vous faites entre les deux? L'éducation, c'est apprendre, on va dire, les règles de bienséance à l'enfant. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on ne se bat pas, on n'insulte pas, on salue les grandes personnes, on dit merci quand quelqu'un vous a rendu un service, on dit bonjour, on dit. Voilà comment on vit avec les autres, voilà comment on se comporte, voilà comment on fait quand on est en public, voilà de telle manière on doit interagir avec les petits frères, les petites sœurs, les tantes, les oncles, les consorts. Mais c'est pas ce qu'enseigne l'école. L'école, c'est X, Y, ainsi de suite, d'accord? La physique, on va t'apprendre le volcanisme, on va t'apprendre l'appareil génital de l'homme, de la femme, donc le circuit de la reproduction humaine, ou pourquoi pas la reproduction animalière. Donc, autant de choses qui sont du domaine du savoir savant, qui n'ont rien à voir avec comment on se comporte au milieu des gens. Voilà. L'éducation, c'est tout ce qui est en rapport avec comment on doit se comporter au milieu des gens. Or, l'instruction, c'est accepter, du moins recevoir des informations scientifiques qui te permettent de pouvoir comprendre les phénomènes de la nature. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les parents d'élèves gabonais saisissent parfaitement cette différence? Et qu'est-ce que vous pensez du comportement des parents? Je pose cette question parce que lorsqu'on était au lycée, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui parce que j'ai 2 nièces qui sont encore au lycée, bien entendu. Il y avait ce qu'on appelait le carnet de correspondance. Premièrement, c'était le lien de communication entre les parents et les enseignants, mais il y avait surtout la réunion des parents d'élèves. À côté de ça, il y avait aussi la remise des bulletins où les parents avaient l'obligation de venir rencontrer le corps enseignant et écouter de la bouche des professeurs quelle était l'attitude de leurs enfants une fois qu'ils étaient en classe. Aujourd'hui, donc, vous qui avez, du coup, tous ces outils-là, s'ils sont encore disponibles dans les établissements scolaires, qu'est-ce que vous pensez du comportement des parents? Quels sont les parents gabonais en 2023? Tous ces outils sont encore disponibles. Mais il se trouve simplement que ni l'école, ni les parents n'en font la promotion. Les enfants achètent toujours les carnets de liaison. Mais combien de parents aujourd'hui écrivent à travers le carnet de liaison à un enseignant? Dites-nous. Très peu. Ils ne sont même pas nombreux. Vous avez combien d'élèves dans votre classe? Bon, les classes en moyenne au lycée Mikolongo où je suis affecté, c'est 40 élèves. Combien de parents de ces 40 élèves avez-vous déjà rencontrés? J'étais à ma 8e année d'exercice, non, 9e année d'exercice à Mikolongo. Waouh! J'ai rencontré seulement un seul parent d'élève. Monsieur Ndong Assoumou. On dira peut-être que c'est moi qui ne convoque pas. Vous n'allez pas nous dire que c'est vrai. Oui. Si. Un seul. Un seul. Sur le fait d'une convocation ou sur une démarche personnelle? Une démarche personnelle. Un seul. Un seul. Il est venu parce que son enfant ne voulait pas se conformer aux exigences du port de la tenue. Et or, moi, je mets un point d'honneur sur la question. Et 1 ou 2 fois, je l'ai renvoyé à l'administration pour qu'il puisse trouver une sanction pour que ce dernier accepte le règlement. Bon, 2 fois, il allait dire à son parent qu'il n'a pas fait cours. Donc son parent est venu me voir, j'ai expliqué. J'ai dit aux parents, voilà, je crois que c'était il y a peut-être 6 ans.
voilà la situation. Et de cette situation, on a convenu, devant moi, il a dit à son enfant, mais lorsque l'enseignant te le dit, tu vois comment lui-même il est vêtu. Si l'enseignant venait dans votre classe en caleçon, comment te sentirais-tu? L'élève a dit, mais ça va paraître bizarre. Il a dit, mais voilà, c'est la même réaction que lui aussi là. Parce qu'il sait que tu es le fils de quelqu'un, mais tu ne viens pas débrayer en classe. Donc à ce moment-là, c'est la seule fois que j'ai vu un parent se lever pour venir à notre rencontre. Mais de façon générale, au Gabon, les parents d'élèves ne sont pas toujours prompts à aller vers les enseignants ou vers l'école. Beaucoup viennent au moment des inscriptions, comme vous voyez souvent en début d'année, rentrée, on a fini d'acheter les cahiers, donc on a encore mal qu'on a dépensé. Donc on va quand même faire un tour à l'école pour qu'on voit qu'on est un bon parent. Mais du jour de l'inscription à la fin de l'année, à la limite, on envoie les frères aller récupérer les bulletins de leurs petits frères. Nous soi-même, on ne vient plus. C'est vrai, parce qu'une fois, en récupérant le bulletin de ma nièce, il y a un enseignant qui a dit à ma nièce, on vous a dit qu'on n'emmène pas les grandes sœurs ici. Et je lui ai dit, monsieur, je ne suis pas sa grande sœur, je suis sa mère. Tu sais, je suis tellement toute petite. Voilà, voilà, tu vois. Mais parce qu'on est tellement habitué à voir les parents déléguer cette charge-là aux frères. Mais vous imaginez bien qu'un frère ne va jamais blâmer l'autre, ne va jamais clairement lui dire que ce que tu fais. Et quand il ira faire le compte rendu, il content de dire, ouais, il n'y a pas eu la moyenne ou il y a eu la moyenne. Bon, tout ce qu'on aura dit en amont, ben, il ne restitue pas. Donc, il faut que les parents viennent. Il faut que les parents soient là. Il faut qu'il y ait un suivi continu. On a même créé une grande institution au sein des écoles, celle de l'association des parents d'élèves. Mais combien de parents souscrivent à cette association? Très peu. Le Gabonais n'est pas famille, enfin, ne veut pas s'accommoder à la question des associations de parents d'élèves. Or, on le voit chez les autres, les associations des parents d'élèves pèsent énormément dans la qualité des enseignements qu'on donne à leurs enfants. Exactement. Je ne sais pas si c'est parce que les frais de scolarité ne coûtent rien au Gabon, que ça, c'est parce que quand tu dépenses... à l'international, c'est cher. Voilà, quand on dépense assez d'argent, on a quand même mal. On veut aller voir, on veut aller savoir pourquoi telle ou telle situation arrive à mon enfant. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, il y a une certaine démission qu'on constate chez les parents. Et ça, qui peut l'expliquer? Il n'y a que eux-mêmes. Alors, Monsieur Ndon Assoumou, nous arrivons petit à petit vers la fin de notre entretien. Aujourd'hui, si on vous demandait qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait d'être enseignant, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Le contact. Le contact? Pas seulement avec les élèves, mais aussi avec les collègues. Le contact avec les autres. Parce que ça soit avec les élèves ou avec les collègues, il y a ceci de particulier, c'est que les enseignants, on est tout le temps en situation de discussion, de partage, parfois de clash, surtout si vous êtes dans la même discipline. Et ça stimule. Moi, j'aime ça. J'aime les débats. Donc, nécessairement, la relation que je vais avoir avec les autres, c'est une relation de partage, de discussion. Parfois, comme je suis aussi très taquin, je peux créer un débat qui n'existe pas et puis on se chiffonne dessus. Et puis, chacun trouve une position ou défend une position et voilà. Mais ce qui me plaît le plus dans le métier d'enseignant, c'est d'abord ce contact avec les autres, mais également le fait que on soit constamment dans le renouvellement. On passe le temps à aller chercher. Parce qu'il faut réadapter les cours. Il faut réajuster les informations, les dynamiques. Moi, j'enseigne une discipline qui est en même temps littéraire, mais qui a aussi une bonne partie qui repose sur la dynamique sociale. Donc, il faut renouveler les connaissances à chaque fois. Il faut être au fait de l'actualité, il faut comprendre les évolutions du monde, géographie, histoire. Les changements de programme vous amènent à vous réadapter. On a une formidable matière comme l'instruction civile qui est très négligée au Gabon, mais qui est un formidable outil
pour pouvoir créer le citoyen. Modeler les citoyens de demain, je suis totalement d'accord. Monsieur Ndon Assoumou, vous avez bénéficié de plusieurs formations, notamment à l'international. Vous êtes ce qu'on appelle un Young African Leader de l'année 2017. Par la même occasion, vous avez aussi été fait citoyen d'honneur d'une ville au Texas que l'on appelle Lubbock. À côté de ça, vous êtes un enseignant qui va au-delà de l'enseignement qui se passe dans les 4 murs de la salle de classe. Vous avez créé une ONG qui s'appelle Institut Akio-Bian pour l'apprentissage de nos langues, enfin si je peux dire maternelles, gabonaises, si on peut le dire comme ça. Vous faites partie, vous êtes membre fondateur d'une ONG pour l'éducation qui s'appelle FEMACT, avec laquelle vous avez développé notamment des clubs de lecture, la promotion en fait de la lecture et la distribution des livres à des élèves qui faisaient partie de familles parfois démunies, de familles démunies, et on retrouve du coup votre amour du livre que vous aviez développé quand vous étiez à Mékambo en exploitant les livres qui étaient disponibles dans le grenier du presbytère. Vous avez en même temps développé aussi cet environnement des discussions que vous avez appelé Meeting for Hope avec vos élèves. Tellement de choses que vous mettez en place parce que là je vais parler de ce que moi je sais de vous, parce que vous pensez que un enseignant, son rôle ne doit pas uniquement se limiter à ce qu'il dit à ses élèves et doit être au-delà de la relation qui nous lie. Je vois en vous un véritable besoin d'apporter des réformes, d'apporter du nouveau, d'apporter de la fraîcheur, d'emmener en fait l'enseignement à un autre niveau. Aujourd'hui, si on vous demandait, après toutes ces années, donc après ces 10 années passées au poste d'enseignant d'histoire-géographie, quelle autre étape de votre carrière vous pensez être prêt à relever en toute honnêteté? Qu'est-ce que vous pourriez nous répondre? Et si vous pourriez développer un petit peu autour de ça, ce sera notre dernière question. Alors, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est de pouvoir aller reprendre mes études. Parce que au moment où je suis allé à l'ENS, j'ai eu une formidable expérience de faire en même temps l'ENS et l'université, donc l'UOB. Et j'ai bouclé mes études à l'UOB avec un master. Je me suis inscrit en première année de doctorat et puis j'ai arrêté parce que l'environnement qui commençait à s'installer au moment où je m'inscrivais en première année de doctorat n'était pas ce que moi j'avais toujours connu des années académiques. Vous voyez, des grèves à répétition qui durent 3 mois, 4 mois, les années scolaires, les années académiques qui ne sont plus suivies normalement. Donc ça m'a un peu gazé, j'ai arrêté. Mais actuellement, je suis en train de voir comment je peux parachever mon cursus universitaire, si possible, boucler avec le doctorat. Parce que on a comme l'impression que dans ce pays, tant qu'on n'arrive pas à des niveaux comme celui-là, votre environnement professionnel ne vous gratifie pas d'une certaine reconnaissance. Parce que beaucoup d'enseignants, et je l'ai souvent déploré dans le Da Fresh Morning, c'est que l'enseignement aujourd'hui, c'est le secteur où on quémande tout. L'enseignant quémande tout, alors qu'il a besoin de tout, alors qu'il devrait mériter beaucoup de choses. Comment tu vas être dans un pays où on te recrute? Tu fais 10 ans, tu es en situation de stage. Ce n'est pas normal. Comment tu vas être enseignant dans un pays où tu développes un certain nombre d'initiatives? Vous avez cité en ce qui me concerne, mais je connais des enseignants assez formidables qui ont créé des de secondaire, de niveau secondaire, qui ont créé des laboratoires pour produire des manuels scolaires, mais qui ne sont pas soutenus par l'État. Comment on fait pour se mouvoir à ce moment-là? C'est compliqué. Donc, il faut que de plus en plus nombreux partent du système éducatif. Moi, j'ai des gens de ma promotion à l'ENS, des gens de ma classe à l'ENS qui, au sortir de l'ENS, n'ont pas embrassé la carrière enseignante parce qu'ils ont estimé que c'était trop de problèmes. Il y a même une crise de vocation aujourd'hui parce qu'il y a on maltraite l'enseignant.
Et cette situation se reflète dans les comportements des uns et des autres. Les gens qui n'étaient pas habitués à faire grève aujourd'hui font grève au Gabon, alors que ce n'était pas le fort des enseignants. Donc, moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est de pouvoir aller vers des études de doctorat, arriver à apporter peut-être un plus dans ma carrière. Moi, je peux avoir le doctorat et enseigner au lycée, ça ne me dérange pas. Puisque j'ai eu un master, mais je suis embauché par la fonction publique par un niveau de licence. Mais l'objectif pour moi, c'est d'arriver peut-être encore à étoffer ma carrière, à étoffer mon cursus universitaire. Et peut-être parce que je suis aussi passionné de recherche, ça va m'apporter un peu plus et peut-être ça pourra ouvrir d'autres portes, qui sait. Peut-être que vous pourriez être un censeur, qui sait, ou un proviseur. Le véritable rêve d'un enseignant, c'est de dérouler, comme on dit souvent, sa carrière. C'est de parvenir du statut de stagiaire à être titularisé, faire ses 30 années ou 32 années ou 35 années, puisqu'ils sont de plus en plus jeunes à venir à l'éducation. Pour ceux qui veulent à venir à l'éducation, il y a certains qui feront 40 ans enseignants. Donc, il faut, par contre, qu'on mette les conditions derrière. Oui, on va te nommer, mais après, si tu n'as pas de titularisation, tu ne bénéficies de rien. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on soit dans une dynamique qui permette aux uns aux autres de s'épanouir. Et j'ai envie de m'épanouir en allant faire un 3e cycle. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Ndong Assoumou. C'était un clin d'œil à tous les enseignants. Je pense qu'au moment où vous écoutez ce podcast, ça doit vous faire penser à tous ces hommes et femmes qui vous ont du coup confié ou dédié leur vie, toutes ces années d'enseignement et qui ont façonné votre manière de voir le monde, de discuter aujourd'hui, de travailler et même de vous comporter. C'était l'occasion de revoir un peu ce parcours, de voir ce qui les motive, de voir comment est-ce qu'ils se comportent au quotidien et surtout ce qui les forge encore et ce qui les pousse à aller chaque jour au contact de ces jeunes, même quand, on doit le reconnaître, ce n'est pas toujours facile. Souvenez-vous, on a tous été des élèves difficiles. Merci beaucoup, on se retrouve pour un prochain épisode avec un autre invité que vous allez adorer, tout comme les précédents. Et on va dire merci à Ivanov, comme d'habitude, qui était présent. Au revoir.